Il existe un schéma, un canevas invisible identifié il y a plus d'un siècle par Jung et dont la neuroscience, grâce aux travaux d'Andrew Huberman, valide enfin l'existence. Une existence tangible. Avant de croiser le chemin de la personne, de l'âme sœur, certaines âmes rares, ces êtres d'une sensibilité particulière, ces esprits chercheurs, traversent une phase de préparation, un chemin initiatique que la plupart des gens, la plupart des âmes, disons-le, plus ordinaires, ne comprendront jamais, absolument jamais. Ce n'est pas une question de simple chance, ce n'est absolument pas le fruit du hasard. C'est un mécanisme psychologique et neurologique d'une précision chirurgicale, un ballet cosmique, orchestré par l'univers lui-même, afin de s'assurer que, lorsque deux âmes sont enfin destinées à se rencontrer, qu'elles soient prêtes, absolument prêtes l'une pour l'autre. Imaginez cela, en août 2025. Andrew Huberman a invité Léa Gottlieb à son podcast. Léa Gottlieb, psychothérapeute de renom et auteur d'un des ouvrages les plus importants, les plus pertinents, qui ait jamais été écrit sur les relations humaines. Et ensemble, ils ont révélé quelque chose qui a profondément changé ma compréhension, ma vision des choses, quant aux raisons pour lesquelles certaines personnes semblent attendre si longtemps avant de trouver le véritable amour. Ce n'est pas que ces personnes soient malchanceuses ou frappées par un mauvais karma, c'est qu'elles ont besoin, qu'elles doivent impérativement traverser un processus d'individuation avant. Leur cerveau a besoin de se réorganiser, de se reconfigurer. Leurs blessures doivent être reconnues, acceptées. Leurs forces doivent être intégrées, harmonisées. Et seulement alors, lorsque cette préparation est complète, achevée, l'univers leur envoie la personne, l'âme, qui leur est destinée. Restez calme et ouvrez bien grand vos oreilles, car ce que je vais vous expliquer maintenant est quelque chose que la plupart des thérapeutes, la plupart des guides spirituels ne vous diront jamais. Jung a développé un concept fascinant, un concept clé appelé synchronicité. Ces coïncidences significatives qui semblent connectées, non pas par une relation de cause à effet, mais par un sens, une résonance particulière. Vous pensez à quelqu'un et cette personne vous appelle, pile au même moment. Vous rêvez d'un lieu et le lendemain, vous recevez une invitation pour vous y rendre. Vous sentez que quelque chose de grand, d'important est sur le point d'arriver et de fait, cela se produit. La plupart des gens, la plupart d'entre nous, considèrent ces expériences comme de simples coïncidences, des hasards, sans plus d'importance. Mais Jung, lui, a passé des décennies à les étudier, à les analyser, et est arrivé à une conclusion radicale. Les synchronicités ne sont pas de simples hasards. Ce sont des signes, des clins d'œil de l'univers, qui indiquent que vous êtes alignés, parfaitement alignés, avec quelque chose de plus grand, de plus vaste que vous-même. Et voici la connexion, le lien, que presque personne ne fait. Les synchronicités augmentent dramatiquement, de manière exponentielle. Et pendant les phases critiques, les phases de transition, du processus d'individuation, lorsque vous êtes sur le point de faire un grand saut, un bond qualitatif, dans votre développement psychologique, alors, les coïncidences significatives se multiplient comme des petits pains chauds, et cela inclut, bien sûr, la période qui précède la rencontre avec la personne, avec l'âme qui vous correspond. La neuroscience, la science du cerveau, a désormais une explication scientifique à ce phénomène. Lorsque vous traversez une transformation psychologique profonde, intense, l'activité de votre réseau du mode par défaut, ce que les anglo-saxons appellent la Default Mode Network, se modifie, se transforme. Ce réseau est le réseau cérébral responsable de la conscience de soi,
de la narration du moi, de la façon dont vous vous percevez, dont vous vous définissez dans le monde. Lorsque ce réseau se réorganise, se reconfigure, vous commencez littéralement à percevoir des schémas, des motifs, des signes qui vous échappaient totalement auparavant. Vous devenez plus sensible, plus alerte aux connexions significatives. Vous remarquez des signaux, des indices qui ont toujours été là, mais que votre cerveau filtrait, considérait comme du bruit, comme de simples interférences. Alors, ce n'est pas que l'univers se mette soudainement à vous envoyer plus de synchronicité, c'est que vous êtes enfin prêt, enfin capable de les voir, de les interpréter, de les comprendre. Mais il y a un détail crucial qui change tout. Jung a observé que les âmes rares, les personnes dotées d'une sensibilité élevée, d'une profondeur psychologique particulière, traversent souvent des périodes prolongées de solitude avant de trouver des partenaires, des compagnons de vie compatibles. Et ce n'est pas un défaut, une tare, c'est une caractéristique essentielle du processus. Ces personnes, ces âmes rares, ne peuvent pas se contenter de connexions superficielles. Elles ont besoin d'autre chose, de plus. Et pour attirer ce plus, elles doivent d'abord devenir ce plus. Esther Perel, une autre invitée d'Andrew Huberman, en octobre 2025, a expliqué cela d'une manière que je n'oublierai jamais. Elle a dit que les relations saines ne consistent pas à trouver la personne parfaite, mais à évoluer ensemble avec une autre personne. Et pour être capable d'évoluer ensemble, il faut d'abord avoir commencé sa propre évolution. Les personnes qui sautent cette étape se retrouvent inévitablement dans des relations qui les limitent au lieu de les épanouir, de les transcender. Et c'est précisément ce que l'univers fait avec les âmes rares. Il les force à évoluer d'abord. Il les place dans des situations qui peuvent sembler douloureuses, injustes, mais qui, en réalité, développent exactement les qualités dont elles auront besoin lorsque la personne, l'âme qui leur est destinée, arrivera. Gardez précieusement cette information, car elle prendra beaucoup plus de sens lorsque je vous révélerai les signes spécifiques, concrets, qui témoignent de cette préparation. Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe sur le plan neurologique pendant cette période de préparation. Le cerveau humain possède une capacité extraordinaire, appelée neuroplasticité, la capacité de se réorganiser en formant de nouvelles connexions neuronales. Cette capacité est plus importante pendant l'enfance, mais elle ne disparaît jamais complètement. Et certaines expériences peuvent la réactiver de manière intense. Andrew Huberman a expliqué dans son épisode de novembre 2025 sur les liens sociaux que nous avons quelque chose d'inné, d'inscrit dans nos gènes, appelé homéostasie sociale. Tout comme le corps régule sa température et ses niveaux de sucre dans le sang, le cerveau régule notre besoin de connexion, notre besoin de lien social. Lorsque nous sommes isolés trop longtemps, des circuits spécifiques s'activent, créant une impulsion, une force qui nous pousse à rechercher la connexion. Mais voici ce qui est intéressant, ce qui est fondamental. Cette impulsion n'est pas aveugle, elle est modelée, façonnée par les expériences que nous avons vécues pendant notre isolement. Si, pendant votre période de solitude, vous avez fait un travail intérieur, un travail sur vous-même, si vous avez confronté vos ombres, vos démons,
si vous avez développé votre connaissance de vous-même. Alors, lorsque l'homéostasie sociale vous poussera à rechercher la connexion, vous rechercherez un type différent de connexion. Vous n'accepterez pas n'importe quoi, juste pour combler le vide, la solitude. Vous reconnaîtrez instantanément, immédiatement, lorsque vous rencontrerez quelqu'un qui est au même niveau d'évolution que vous. Jung appelait cela « trouver la personne avec qui vous pouvez continuer votre individuation ». Ce n'est pas trouver quelqu'un qui vous complète, qui vous apporte ce qui vous manque. C'est trouver quelqu'un avec qui vous pouvez continuer à grandir, à vous épanouir. Mais voici ce que le système, ce que le savoir officiel ne veut pas que vous sachiez. La préparation que les âmes rares traversent n'est pas aléatoire. Elle suit un schéma spécifique que Jung a cartographié et que la neuroscience est en train de confirmer. Il existe des phases distinctes, chacune avec sa fonction, chacune vous préparant à un aspect différent de la relation qui est sur le point d'advenir. La première phase est la dissolution. C'est le moment où tout ce que vous pensiez savoir sur vous-même et sur les relations commence à s'effondrer comme un château de cartes. Les relations anciennes se terminent. Les croyances sur l'amour sont remises en question. Vous avez l'impression de perdre pied, de ne plus savoir où vous en êtes. La plupart des gens résistent à cette phase. Ils essaient de revenir à ce qui était avant. Mais les âmes rares comprennent, même si c'est seulement intuitivement, que cette dissolution est nécessaire, indispensable. On ne peut pas construire quelque chose de nouveau sans d'abord nettoyer le terrain. La deuxième phase est la confrontation avec l'ombre. Jung a découvert que nous avons tous en nous des parties de nous-mêmes que nous refoulons, que nous réprimons, des parties que nous considérons comme inacceptables et que nous poussons dans l'inconscient. Ces parties, il les a appelées l'ombre. Et avant de pouvoir avoir une relation vraiment profonde, il faut intégrer son ombre. Parce que tout ce que vous n'intégrez pas, vous le projetez. Si vous n'avez pas confronté votre peur de l'abandon, vous allez projeter cela sur votre partenaire. Si vous n'avez pas intégré votre colère, vous allez l'exploser sur ceux qui le méritent le moins. La troisième phase est la reconnexion avec le soi. Après avoir dissous les vieilles structures et confronté l'ombre, il faut se reconnecter avec qui l'on est, vraiment, non pas qui vos parents voulaient que vous soyez, non pas qui la société attend que vous soyez, mais votre essence authentique. Jung appelait cela le soi, avec un S majuscule, le centre de la psyché, le point d'équilibre entre le conscient et l'inconscient. Quand on se connecte avec le soi, on cesse d'avoir besoin qu'une autre personne nous complète. On est déjà complet. Et paradoxalement, c'est ce qui nous rend prêts pour une relation véritable. Imaginez, la neuroscience valide chacune de ces phases. Dans la dissolution, des études montrent une augmentation de l'activité dans l'amygdale et le cortex singulaire antérieur, des régions associées au traitement de l'incertitude et de la douleur émotionnelle. Dans la confrontation avec l'ombre, il y a activation du cortex préfrontal médian, responsable de l'autoréflexion et de l'intégration d'expériences contradictoires. Et dans la reconnexion avec le soi, les chercheurs observent une plus grande cohérence entre différentes régions cérébrales. Comme si le cerveau fonctionnait enfin comme un tout intégré. Du calme, car je vais maintenant vous révéler les signes spécifiques que la préparation touche à sa fin.
Le premier signe est un changement dans la qualité de votre solitude. Au début de la préparation, la solitude fait mal. Elle ressemble à un vide qui doit être comblé. Mais à mesure que vous avancez dans le processus, la solitude se transforme. Elle cesse d'être absence et devient présence. Vous commencez à aimer votre propre compagnie. Vous arrêtez de chercher désespérément une connexion et commencez à vous sentir connecté à vous-même. C'est un changement profond. Le deuxième signe est une augmentation des synchronicités. Comme je l'ai expliqué avant, plus vous êtes proche d'une transition importante, plus les coïncidences significatives apparaissent. Vous commencez à voir des chiffres répétitifs, à rencontrer des personnes qui mentionnent exactement ce que vous étiez en train de penser, à recevoir des opportunités qui semblent faites sur mesure pour vous. Ce ne sont pas des hasards. Ce sont des indicateurs que vous êtes en train de vous aligner avec un nouveau niveau de réalité. Une réalité plus riche, plus connectée. Le troisième signe est une clarté soudaine sur ce que vous voulez vraiment. Pendant la majeure partie de la préparation, il y a confusion. Vous ne savez pas exactement ce que vous cherchez chez un partenaire, mais quand la préparation touche à sa fin, cette clarté émerge naturellement. Vous n'avez plus besoin de faire des listes de caractéristiques désirées. Vous le savez simplement. Et ce savoir vient d'un lieu plus profond que la raison. Un lieu instinctif, viscéral. Le quatrième signe est une sensation de paix avec le timing. Au début, vous vous demandez pourquoi cela prend autant de temps. Vous vous comparez avec d'autres qui semblent trouver l'amour facilement. Vous vous demandez ce qui ne va pas chez vous. Mais quand la préparation est complète, cette anxiété disparaît. Vous comprenez que tout arrive au bon moment. Vous faites confiance au processus. Et cette confiance n'est pas aveugle. Elle vient de l'expérience d'avoir traversé les phases et d'en avoir émergé transformé. Le cinquième signe est peut-être le plus important. Vous arrêtez de chercher et commencez à être trouvé. Les âmes rares, ces êtres d'une sensibilité particulière qui ont complété la préparation, rapportent constamment qu'elles ne cherchaient pas quand elles ont trouvé la bonne personne. Elles avaient abandonné la recherche active. Elles étaient focalisées sur leur propre vie, leurs propres objectifs, leurs propres évolutions. Et c'est exactement dans cet état de non-recherche que la personne idéale est apparue. Comme une évidence, Huberman expliquerait cela en termes de système nerveux. Quand vous êtes désespérément en train de chercher quelque chose, votre système sympathique est activé. Vous êtes en mode de chasse. Et cet état, bien qu'utile pour certaines situations, repousse le type de connexion profonde que les âmes rares recherchent. Quand vous arrêtez de chercher, votre système parasympathique prend le relais. Vous entrez dans un état de réceptivité, d'ouverture. Et cet état est magnétique. Il attire naturellement des personnes qui sont au même niveau de conscience. Laissez-moi vous raconter 3 histoires qui illustrent ce processus. La première est celle de Bertrand, un homme de 38 ans qui a passé 10 ans seul. Il avait eu des relations dans sa jeunesse, mais aucune n'avait fonctionné. Il a commencé à penser qu'il y avait quelque chose de fondamentalement faux chez lui. Mais pendant ces 10 ans, sans s'en rendre compte consciemment, il a traversé toutes les phases de la préparation. Il a confronté des traumas d'enfance. Il a développé une carrière alignée avec son objectif de vie. Il a appris à s'aimer lui-même. Et alors, quand il avait déjà fait la paix avec la possibilité de ne jamais trouver quelqu'un, elle est apparue. Dans une situation complètement ordinaire, il a reconnu immédiatement. Ce n'était pas une passion dévorante. C'était une reconnaissance profonde, comme s'ils se connaissaient déjà. Ils sont ensemble depuis 3 ans et il décrit leur relation comme quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé possible. La deuxième histoire est celle de Sophie, une femme de 45 ans. Elle avait vécu 2 mariages qui s'étaient terminés par un divorce. Après le deuxième, elle a décidé que les relations n'étaient pas faites pour elle. Elle s'est concentrée sur sa carrière, sur ses amitiés, sur son développement personnel.
Elle a fait une thérapie jungienne pendant 3 ans, confrontant des schémas qui venaient de générations antérieures. Et c'est pendant un voyage qu'elle a fait seule pour célébrer son anniversaire de 50 ans qu'elle a rencontré quelqu'un, un inconnu, dans un café, qui a entamé une conversation sur un livre qu'elle était en train de lire. Ils ont discuté pendant des heures. Et elle a senti quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Ce n'était pas l'excitation de relations antérieures, c'était du calme, c'était de la sécurité, c'était de la reconnaissance. Ils se sont mariés l'année dernière. La 3e histoire est peut-être la plus révélatrice, celle d'Antoine, un jeune homme de 26 ans qui a toujours eu de la facilité à trouver des partenaires, mais n'a jamais réussi à maintenir une relation pendant plus de quelques mois. Il était beau, brillant, charismatique, mais quelque chose tournait toujours mal. À 24 ans, il a eu un effondrement. Tout ce qu'il avait construit s'est écroulé. Il a perdu son emploi, sa petite amie, son appartement. Et pendant les 2 années suivantes, il a vécu ce qu'il décrit comme la nuit noire de l'âme. Il a confronté des peurs qu'il ne savait même pas qu'il avait. Il a reconnu des schémas de comportement qui venaient de son père, de son grand-père, de générations d'hommes qui n'avaient jamais appris à se connecter véritablement. Et quand il a émergé de cette phase, il était une personne différente. La première femme qu'il a rencontrée après cela est devenue sa femme. Non pas parce qu'elle était différente des précédentes, mais parce que lui était différent. Ces histoires illustrent quelque chose que Jung a écrit, mais que peu ont compris. Quand 2 personnes se rencontrent au bon moment, après avoir complété leur préparation respective, la rencontre a une qualité différente. Ce n'est pas la passion fébrile que la culture romantique glorifie. C'est une reconnaissance mutuelle, une sensation que c'est inévitable, une certitude qui vient de quelque part au-delà de la logique, un appel. La neuroscience offre une perspective fascinante sur cela. Des chercheurs ont découvert que des couples dans des relations profondément satisfaisantes montrent des schémas de synchronisation neurale. Leurs ondes cérébrales s'harmonisent littéralement quand ils sont ensemble. Mais cette synchronisation n'arrive pas avec n'importe qui. Elle exige que les deux aient développé un certain niveau de cohérence interne d'abord. On ne peut pas se synchroniser avec un autre si on est soi-même dans le chaos. Alors, elle prête à la rencontre, mais il y a un élément crucial, révélé par Huberman dans l'épisode 59 sur la science de l'amour, qui se connecte directement à ce que Jung a découvert. Il a expliqué qu'il existe 4 types d'attachements qui se forment durant l'enfance et qui façonnent complètement la manière dont nous nous comportons à l'âge adulte. L'attachement sécure, quand l'enfant a eu des figures parentales consistantes et réactives. L'attachement anxieux ambivalent, quand les figures parentales étaient inconsistantes. L'attachement anxieux évitant, quand les figures parentales étaient distantes ou rejetantes. Et l'attachement désorganisé, quand les figures parentales étaient à la fois source de confort et de peur. Ce qui est fascinant, c'est que les circuits neuronaux que nous formons avec nos figures parentales durant l'enfance sont les mêmes circuits que nous utilisons pour nous connecter romantiquement à l'âge adulte. Cela signifie que si vous avez eu un attachement insécure durant l'enfance, vous allez répéter ces schémas dans vos relations adultes, à moins que vous ne fassiez un travail conscient pour réorganiser ces circuits, un véritable effort sur soi, et voici la connexion avec Jung. Le processus d'individuation qu'il a cartographié est exactement le travail nécessaire pour réorganiser ces circuits. Quand vous confrontez votre ombre, vous confrontez les blessures d'attachement de l'enfance. Quand vous vous reconnectez avec le soi, vous créez un attachement sécure avec vous-même. Et cet attachement sécure interne est ce qui permet de créer un attachement sécure avec un autre. Huberman a aussi parlé de quelque chose qu'il a appelé l'illusion positive. C'est un phénomène neurologique où les personnes amoureuses voient leur partenaire de manière plus positive que la réalité objective ne le justifierait.
Pendant longtemps, cela a été vu comme quelque chose de négatif, comme de l'auto-tromperie, mais des recherches récentes montrent que les couples qui maintiennent un certain niveau d'illusion positive ont des relations plus durables et satisfaisantes. C'est un peu comme la positive désintégration dont parlait Kazimierz Dąbrowski, une vision embellie qui aide à transcender les difficultés. Jung aurait expliqué cela d'une autre manière. Il dirait que quand nous trouvons quelqu'un avec qui nous avons une connexion profonde, nous projetons des archétypes sur cette personne, nous voyons en elle l'animus ou l'anima idéalisé, et cette projection n'est pas nécessairement un problème. Elle peut être le début d'un processus d'intégration. Le défi est de maintenir cette projection assez longtemps pour que la relation s'approfondisse, et ensuite, graduellement, retirer la projection. Et voir la personne comme elle l'est réellement. Les relations qui survivent à cette transition se transforment en quelque chose d'extraordinairement profond. Les âmes rares passent par ce processus différemment, parce qu'elles ont déjà fait une partie du travail d'intégration avant de rencontrer le partenaire. La projection initiale est moins intense. Elles n'idéalisent pas de la même manière. Elles reconnaissent en peu. Et cette reconnaissance a une qualité différente. C'est plus calme, plus profond, plus durable. Laissez-moi vous donner maintenant un protocole pratique pour accélérer la préparation. Ce n'est pas de la magie, c'est de la neuroscience appliquée, combinée à la sagesse jungienne. Premièrement, pratiquez l'imagination active. C'est une technique que Jung a développée pour dialoguer avec des parties inconscientes de soi-même. Réservez 15 minutes par jour. Entrez dans un état de relaxation et invitez une partie de vous à apparaître. Ça peut être votre peur de l'intimité, votre enfant intérieur blessé, votre ombre. Ne forcez rien. Observez simplement ce qui surgit et dialoguez avec cela. Ce processus accélère dramatiquement l'intégration. Deuxièmement, prêtez attention à vos rêves. Jung croyait que les rêves sont des messages de l'inconscient. Tenez un journal de rêve à côté de votre lit. Notez tout ce dont vous vous souvenez dès que vous vous réveillez. Avec le temps, vous commencerez à voir des schémas, et ces schémas vont révéler ce qui doit encore être intégré. Troisièmement, cultivez l'homéostasie sociale de manière consciente. Huberman a expliqué que nous avons besoin de connexion, mais que le type de connexion importe. Durant la préparation, cherchez des connexions qui vous défient à grandir, pas des connexions qui vous maintiennent stagnant, des amis qui vous font remettre en question vos schémas, des conversations qui vous sortent de votre zone de confort. Cela va façonner les circuits neuronaux que vous utiliserez quand vous rencontrerez la personne adéquate. Quatrièmement, exposez-vous au disconfort contrôlé. La neuroplasticité est activée par la nouveauté et le défi. Faites des choses qui vous effraient un peu. Voyagez seul. Démarrez un projet qui semble trop grand. Ayez des conversations difficiles que vous avez évitées. Chaque inconfort surmonté renforce les circuits de résilience dont vous aurez besoin dans une relation profonde. Cinquièmement, pratiquez la réceptivité. Les âmes rares développent souvent une posture défensive, comme protection contre un monde qui ne les comprend pas. Mais cette même défense peut bloquer la connexion qu'elles désirent tant. Consciemment, pratiquez le fait d'être ouvert. Regardez les gens dans les yeux. Permettez-vous d'être vu. Cela va reprogrammer votre système nerveux vers l'état de réceptivité qui attire des connexions profondes. Et voici quelque chose que peu de gens comprennent sur les synchronicités et les relations. En novembre 2024, un événement appelé Beyond Jung Living Synchronicity a réuni les plus grands spécialistes mondiaux sur le sujet. Une des conclusions les plus importantes est que les synchronicités ne sont pas seulement des signaux passifs. Elles peuvent être cultivées quand vous vivez de manière alignée avec votre soi authentique. Quand vous suivez votre intuition, même quand cela n'a pas de sens logique, quand vous faites confiance au processus, même quand il est douloureux, vous augmentez la fréquence des synchronicités dans votre vie.
et cela inclut les synchronicités relationnelles, des rencontres apparemment aléatoires, qui se révèlent profondément significatives, des conversations avec des étrangers, qui changent votre perspective. Être au bon endroit au bon moment pour rencontrer quelqu'un qui va transformer votre vie, ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des manifestations d'un alignement que vous avez cultivé à travers le travail interne. Alors, que fait l'univers avec les âmes rares avant d'envoyer la personne adéquate? Il les force à développer une cohérence interne. Il les place dans des situations qui exigent une croissance. Il les maintient seules, jusqu'à ce qu'elles apprennent à être pleinement avec elles-mêmes. Et seulement alors, quand elles n'ont plus besoin d'une autre personne pour se sentir complètes, il envoie quelqu'un avec qui elles peuvent partager cette complétude. Vous pouvez vous demander dans quelle phase vous êtes maintenant. Si vous êtes dans la dissolution, dans la confrontation avec l'ombre, dans la reconnexion avec le soi, ou si vous êtes déjà dans les signes finaux que la préparation est complète. La vérité est dès que seulement vous pouvez répondre à cela. Mais je peux vous donner un indicateur. Si vous regardez cette vidéo jusqu'ici, si ce contenu résonne avec vous d'une manière profonde, c'est parce que vous êtes une de ces âmes rares. Et si vous êtes une de ces âmes, alors le processus de préparation est en train de se dérouler, que vous en soyez conscient ou non. Le seul choix que vous avez est de résister ou de collaborer. Si vous résistez, le processus prendra plus de temps et sera plus douloureux. Si vous collaborez, si vous embrassez les phases, même quand elles font mal, le processus s'accélère. Et plus vite vous achevez cette préparation, plus vite vous devenez magnétique pour la personne qui, elle aussi, se prépare pour vous. Parce que c'est ça que la plupart des gens ne comprennent pas. Il n'y a pas que vous qui êtes en préparation. Quelque part, quelqu'un d'autre traverse exactement le même processus. Et cela m'amène à révéler quelque chose que Jung a écrit, mais qui est rarement discuté. Il croyait qu'il existait des connexions archétypiques entre les personnes qui transcendent le temps et l'espace. Lorsque deux personnes sont destinées à se rencontrer, il existe une sorte de champ magnétique qui les attire, même lorsqu'elles ne se connaissent pas encore. Ce champ se renforce à mesure que les deux avancent dans leur cheminement d'individuation. La neuroscience ne peut pas encore expliquer cela complètement. Mais il existe des recherches fascinantes sur l'enchevêtrement quantique dans les systèmes biologiques qui suggèrent que des connexions non locales pourraient exister. Cela signifie que deux personnes aux antipodes du monde pourraient être d'une certaine manière connectées à un niveau que la science tente encore de comprendre. Il est possible que les synchronicités que les âmes rares expérimentent avant de se rencontrer soient des manifestations de cette connexion préexistante, un peu comme des échos avant la rencontre. Ce que cela signifie en pratique. Cela signifie que pendant que vous faites votre travail intérieur, pendant que vous confrontez vos ombres et que vous vous reconnectez avec votre soi, vous ne faites pas que vous préparer. Vous êtes littéralement en train d'attirer la personne idéale vers vous. Chaque pas que vous faites vers votre intégration est un signal qui résonne dans l'univers. Et la personne qui vous est destinée capte ces signaux, même inconsciemment. Léa Gottlieb, dans son entretien avec Huberman, a parlé de la manière dont nos blessures et nos forces uniques influencent nos choix de partenaires. Elle a expliqué que nous sommes souvent attirés par des personnes qui activent nos blessures non cicatrisées, répétant ainsi des schémas destructeurs. Mais lorsque nous faisons le travail de guérison, cette attraction change. Nous cessons d'être attirés par des personnes qui reproduisent nos traumatismes et nous commençons à être attirés par des personnes qui peuvent nous aider à continuer à grandir, à évoluer. C'est le véritable cadeau que l'univers offre aux âmes rares qui achèvent leur préparation. Non seulement la bonne personne apparaît, mais la bonne personne semble être la bonne personne. Il n'y a plus la confusion de confondre intensité avec compatibilité. Il n'y a plus la tendance à tomber amoureux du potentiel au lieu de la réalité. Il y a de la clarté
Il y a de la reconnaissance. Il y a la sensation de finalement être chez soi. Quelqu'un d'autre confronte ses propres ombres, se reconnecte avec son propre soi, développe sa propre cohérence interne. Et quand vous serez tous les deux prêts, l'univers trouvera un moyen de vous placer au même endroit, au même moment. C'est inévitable. La synchronicité s'en assurera. Vous venez de recevoir une révélation qui unit Jung et Huberman d'une manière que peu de chaînes osent faire. La psychologie profonde d'il y a un siècle validée par la neuroscience de 2025. Si cette révélation a touché quelque chose en vous, si vous avez ressenti une résonance en écoutant, le Super Thanks n'est pas seulement un soutien financier. C'est vous qui dites « Continue à révéler ces connexions ». C'est vous qui financez le prochain pont entre sagesse ancienne et science moderne. Quand vous cliquez sur le cœur doré, vous faites partie d'une communauté qui comprend que la croissance personnelle est le chemin vers l'amour véritable. Maintenant, dites-moi dans les commentaires, quelle est la synchronicité la plus marquante que vous ayez jamais vécue? Êtes-vous dans la phase de dissolution, de confrontation avec l'ombre ou de reconnexion avec le soi? Ou êtes-vous déjà dans les signes finaux, sentant que quelque chose de grand est sur le point de se produire? Je veux lire votre histoire, parce que chaque histoire partagée est une confirmation que vous n'êtes pas seul dans ce processus. Et qui sait, la personne qui se prépare pour vous pourrait être en train de lire les mêmes commentaires. L'univers travaille de façon mystérieuse, mais une chose est sûre, si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous êtes une âme rare, et les âmes rares finissent toujours par se retrouver. La question n'a jamais été de savoir si vous alliez trouver votre personne. La question a toujours été de savoir quand vous seriez prêt. Et à chaque jour où vous continuez votre travail intérieur. Ce moment se rapproche.